Berlin, le 12 novembre 1922. Chère Marina Ivanovna, autant prendre l'initiative de vous écrire à l'époque, de Moscou, pour vous parler de vous était un plaisir pur, autant je me suis senti oppressé et inquiet à l'idée de vous répondre. Obligation que m'imposait votre lettre, votre poème Séparation, les mots pour le rêve et votre article me concernant. Oppressé, car connaissant parfaitement mon incapacité à être humain toujours et en tout temps, ou même à m'imaginer tel, je craignais à juste titre que ma gratitude, née dans un moment difficile pour moi, ne demeure un secret et ne vous parvienne avec un grand retard, ne vous apportant ni ne vous disant plus rien. Il existe bien des raisons à ma reconnaissance envers vous dont je vais vous faire part, en commençant par les mots pour le rêve. Mais d'abord, revenant à cette incapacité que je viens d'évoquer, je me demande si le début de ma lettre ne vous a pas paru obscur. Je sais que vous partagez ma passion pour ce que j'appellerai, par souci de brièveté, la poésie. Voici ce que j'entends par là. J'aime plus que tout au monde, et c'est peut-être là mon unique amour, la vérité de la vie telle qu'elle se présente naturellement, à l'instant où, sur le point d'être engloutie par les formes artistiques, elle passe le cratère du fourneau. Cette contorsion de la vie ne lui est pas imposée de l'extérieur. La forêt de Birnam s'engouffre dans la fournaise de son plein gré. Ne nous leurrons pas. Vraisemblablement, la vie ne nous laisse voir qu'un de ses côtés. En réalité, son flot se ramifie peut-être, formant un delta. Ne connaissant à fond, mais avec quelle intime douleur, qu'un de ces méandres, nous avons le droit d'imaginer que l'embouchure se trouve précisément à cette courbure-là. À n'importe quel endroit du cours supérieur, là où le fleuve ignore tout de la mer, pour peu qu'on ferme les yeux, captant dans une attention surhumaine l'écho de son chaos et la plasticité de ses clapotis, on l'imagine évoluer plus loin, en toute liberté, et on peut ainsi connaître son essence dès à présent. Pour insuffisante que soit cette comparaison, elle est déjà excessive. Je serai précis afin d'éviter tout débordement. Ne voyant qu'un côté de la vie, j'ai tendance à identifier cette dernière avec la lueur, impatiente comme le désir, qui scintille dans ses yeux lorsqu'elle songe à l'immortalité, s'imagine qu'elle en est éprise, s'en convainc même et se précipite à sa rencontre en délaissant tout le reste. Le visible de la vie, émouvant dans sa cohésion et qu'on pourrait appeler aussi la beauté, n'est rien d'autre que cette orientation épousée par la vie elle-même avec vaillance et désespoir. Séparation a les mêmes qualités que Verst. La même multiplicité fougueuse, la même richesse spontanée, une torpille lancée que rien n'arrête. Un tel livre, entre les mains d'un homme capable de sentir, n'attend pas la visite de spécialistes. On l'emporte en se rendant chez des amis à Pouchkino, comme si c'était le sien, avec fierté et joie. Je vous remercie tout spécialement pour les mots. J'ai eu la sensation, qui ne passe pas, que par bien des aspects et jusqu'à leur sonorité, les mots pour le rêve sont extrêmement, et à dessein, proches de l'univers de ma sœur la vie. Ne vous moquez pas de moi et pardonnez-moi si ce n'était pas le cas. Mais si je ne suis pas dans l'erreur, laissez-moi vous expliquer pourquoi je vous suis particulièrement reconnaissant pour ce poème. Je l'aime terriblement. Dans les moments où Caligula croit que sa tête est en verre, en voyant dans les mots une tête sublime, magnifique, qui embellit tout ce vers quoi elle se tourne, une tête insomniaque extraordinaire, étonnante, il cesse de tâter la sienne et se calme complètement ou, du moins, puise un calme relatif dans une réflexion sur l'utilité du vers. Dois-je vous expliquer que vos mots me soutiennent dans les moments où je doute de moi? L'art, où je n'ai pas d'égal,
Faut-il vous l'expliquer alors que certains aspects de votre article montrent une compréhension presque surnaturelle? Je me limiterai au plus remarquable. Le rapport de ma sœur Lavie à la Révolution est analysé de telle manière, et avec des coïncidences si fréquentes dans l'argumentation qu'il serait bon de réfléchir au jeu secret des liaisons radio qui nous avaient échappé jusque-là. Les droits de l'homme et du citoyen sont proclamés en leur qualité de nature originelle, avec un élan presque lyrique. L'esprit du droit naturel transforme le monde, pour un moment, en une sorte de paradis. C'est de façon réelle que la Révolution restitue à la nature cette signification abyssale qu'elle possédait au paradis, durant la période botanique de l'histoire, dans ce chapitre où il est question du monde engendré, le monde comme croissance. Quelques jours sont occupés à la subtile mécanique des abolitions et des abrogations. Tout ce qui, aux yeux de cet esprit de la nature déifiée, semble antinaturel ou mécréant, est balayé. Les protestants, les girondins, les anarchistes. C'est le printemps. Tout dégringole, disparaît sans laisser de traces. Qui peut encore demeurer debout sur ses jambes, au risque de ne plus tenir dessus? La réponse à ce « qui » paraît étrange. L'été. L'été, ce racloir étincelant, omniprésent, jouant de roulements de tonnerre, avec son soleil insomniaque, d'une courtoisie étonnamment miséricordieuse envers l'homme, étonnamment docile dans son obscure obéissance au ciel nocturne qu'il observe marcher dans ses orgueilleuses voies terrestres. L'été apocryphe, maladroit comme un mastodonte confié aux soins de puéricultrice, l'été, lui, reste debout jour et nuit. Dans une de vos remarques concernant la phrase « ne savoir passer sans piétiner la création », lorsque vous parlez de la responsabilité de chacun, de ses pas, de ce frisson à l'idée de détruire, vous avez été volé par vous-même. C'est déjà dit chez Marina Tsvetaeva. Passe sur la terre au pas de danse, fille de la nuit, le tablier plein de roses, sans déranger une seule pousse. Je baise votre main. Votre Boris Pasternak. Post-scriptum. J'ai été très chagriné et découragé de vous avoir manqué à Berlin. En quittant Mayakovsky, Asseyev, Kousmine et d'autres personnes, j'escomptais, sur cette même lancée, une rencontre avec vous et avec Bieli. À ce moment-là, Mayakovsky n'était pas encore arrivé ici. Mais ma déception vous concernant n'est que bonheur en comparaison avec celle que m'a infligée Bieli. Ici, tout le monde guerroie avec tout le monde, trouve dans l'entrechoquement de copies arbitrairement polémiques, d'une emphase toute théâtrale, la fiction qui remplace l'objet absent. En fait, tous les membres de cette équipe devraient se respecter mutuellement et apprécier leur mécontentement réciproque, sans lequel cette fiction n'existerait pas. Or, personne, pas même Bieli, ne fait preuve d'une telle cohérence. Chose terrible, il est prêt à se résigner à cette existence-là. Quant à moi, selon ses dires, c'est sur la lune que j'essaie de les entraîner.